Bien, alors on va laisser les orateurs de cet après-midi, alors ils sont plus nombreux que ce matin, donc ça va être un peu plus compliqué à gérer, s'installer. Alors, on va, pour ceux qui étaient là ce matin, on va jouer au même jeu, c'est-à-dire je vais essayer, donc on a toujours beaucoup de questions, hein, j'ai essayé de les regrouper, il y a énormément de questions. Et d'ailleurs, je dois dire que on a beaucoup de félicitations des gens sur Internet qui sont très contents de suivre le colloque par donc Internet et de poser des questions. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Alors, j'ai pareil fait 2 groupes de questions, des questions plus techniques et puis des questions plus politiques. Donc on va commencer par les questions techniques et je réserve les questions un peu plus politiques pour la deuxième partie. Et pareil, je vais essayer d'adresser ces questions à un des intervenants, mais bien évidemment, vous êtes tous, vous avez des micros sur les tables, vous êtes tous chargés d'intervenir quand vous le voulez sur une question que j'aurais posée à quelqu'un d'autre. Alors, on va commencer par une question sur le calage des données, c'est pour Annie. Donc Annie, une question sur le fait que tu nous as montré qu'il y avait des données qui étaient historiques à différentes périodes de temps avec des outils différents et des moyens de collection de ces données différentes dans le temps, et il faut essayer de les remettre dans une perspective unique d'évolution temporelle continue. Alors, est-ce que tu pourrais dire 2 mots sur les difficultés de cette reconstruction des données passées dans une version continue avec les outils maintenant modernes de mesure? Tu as évidemment parlé des satellites, qui est un point important. Oui, alors, quand on veut faire des reconstructions, avant la période d'observation moderne, on va dire, en fait, on utilise des modèles qui sont alimentés au départ, calibrés par des données, donc qui essayent de reproduire ce qui se passe quand on a des observations, voir s'ils sont robustes, et puis on les fait tourner en arrière pour avoir des reconstructions du passé. Bon, ça, c'est une méthode qui est utilisée, on va dire, pour les dernières décennies, le XXe siècle. Avant, bon, c'est pas mon domaine, mais il y a la paléoclimatologie qui utilise des indicateurs indirects des variations passées du climat. Mais ça, on va dire, c'est quand même direct. Ce sont des observations, même c'est pas des observations avec des instruments modernes, mais le principe reste les mêmes. Donc après, pour effectivement combiner des reconstructions basées à la fois sur des observations des modèles avec des observations, on va dire, modernes, issues d'instruments à haute performance comme les satellites ou d'autres in situ, etc. C'est un peu compliqué, mais si on a des périodes de recouvrement, en fait, on est capable d'estimer des biais, des erreurs systématiques des différents systèmes d'observation. Et c'est pour ça que ces études de bilan que j'ai très brièvement mentionnées sont extrêmement importantes. Alors, c'est pas forcément pour le passé, mais même pour la période d'observation actuelle. Quand on a une des difficultés de ces systèmes d'observation, c'est que chacun peut posséder des erreurs systématiques et qu'on n'est pas capable de détecter. Par contre, quand on fait des bilans, on combine des systèmes d'observation complètement différents. Et si, comme je l'ai montré, j'ai pris l'exemple du niveau de la mer, si on est capable de fermer ce bilan avec 4 ou 5 systèmes d'observation complètement différents, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur systématique propre à chaque système importante, et c'est extrêmement important de le savoir. Donc en fait, il y a beaucoup de méthodes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour s'assurer qu'effectivement, on est capable de construire des systèmes d'observation continue, performants, de bonne qualité et utiles pour comprendre comment le climat évolue. Bien, merci Annie. Alors, il y a une question qui peut sembler naïve, mais qui, je pense, est très importante de préciser, pas pour les experts, parce que vous savez tout ça, mais il a été noté dans une des présentations, je ne me souviens pas de laquelle, que l'effet de l'eau, le côté gaz à effet de serre de l'eau. Alors évidemment, on a des questions autour de ça, parce que tout le monde parle du CO2, mais voilà. Alors est-ce que l'un de vous peut expliquer le côté rétroaction et l'influence du CO2 sur l'eau, et pourquoi l'eau est très importante dans le bilan des gaz à effet de serre? Oui, vas-y Sonia. D'accord. En fait, la vapeur d'eau est le gaz à effet de serre le plus puissant. On a en fait un effet de serre naturel qui
qui induit en fait un réchauffement à peu près de 33 degrés, ce qui est bien. Mais donc ça, c'est l'effet de serre naturel. Mais après, en fait, on a l'effet de serre dû à l'être humain qui c'est 1 degré supplémentaire. Et je pense que, comme exemple, je prends toujours la température du corps humain. On peut penser 1 degré, c'est pas beaucoup par rapport à 33 degrés. Mais disons, quand on a 1 degré de fièvre, on a déjà un problème. Donc, bien sûr, la rétroaction, maintenant, dans le contexte du changement climatique, c'est que si on a plus de CO2, ça va réchauffer l'atmosphère, ce qui induit encore plus d'évaporation de l'océan, ce qui est en fait un aspect important du réchauffement. C'était, je crois, important de le préciser. Alors, une question, toujours technique, sur les données. Dans ce cas-là, c'est sur les données solaires. Alors, je propose que Venkatramani nous réponde. Comment mesure-t-on la stabilité ou les évolutions de l'énergie solaire et à quelle précision par rapport à ce dont on a besoin dans les modèles? Alors, quelqu'un peut y répondre. Sonia, ou c'est Venkatra ou Olivier? Bon, Olivier. Allez. Oui, alors on a une assez bonne idée de ce qu'on appelle la constante solaire, c'est-à-dire la quantité de rayonnement qui arrive du Soleil au sommet de l'atmosphère. Et donc ça vient de mesures satellitaires qui sont relativement bien calibrées. Alors il y a quand même une incertitude de 1 ou 2 watts par mètre carré par rapport à cette constante qui vaut 1350 watts par mètre carré. Alors ce qui est un peu plus dur, c'est de reconstruire l'historique de ces variations, puisqu'on en a besoin, parce que c'est une des conditions limites pour les modèles et donc pour la reconstruction du climat. Et donc là, on se base sur les mesures satellitaires qu'on a, mais c'est relativement court, c'est quelques décennies. Et puis après, sur des mesures indirectes, donc les taches de soleil ou d'autres choses, des flux disons des traceurs qu'on retrouve dans les roches pour les échelles de temps un peu plus longues. Mais il n'y a pas de raison de penser qu'il y a eu des variations très fortes de la constante solaire sur cette période-là. Merci, Olivier. Alors, une question pour Jean-Pierre sur les circulations océaniques. Alors, il y en a une sur la circulation thermohaline de l'océan et son évolution. Y a-t-il un risque de ralentissement et quelles sont les rétroactions sur le climat? Et puis, il y en a une et même plusieurs autour de ce fameux Gulf Stream qui s'arrêterait ou qui serait inversé dans certains modèles. Alors, est-ce que Jean-Pierre, tu pourrais commenter autour de ça? Alors dans le rapport ESROC, cette question est examinée. Il est montré que la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord, c'est ce qu'on appelle AMOC, la circulation méridionale atlantique, se réduit, mais contrairement à ce que certains films à grand spectacle suggèrent, elle risque surtout pas de s'inverser, mais même pas de s'arrêter. Donc c'est quelque chose qui peut être exclu. Mais évidemment, son importance est grande, même si elle diminue, cette circulation, parce que c'est la source d'eau chaude qui arrive sur les côtes nord-européennes et qui donc nous rendent le climat ici, à nos latitudes, bien plus agréable qu'à la même latitude du côté nord-américain. Merci. Merci Jean-Pierre. Alors, une question très technique cette fois, pour Venkatramani. Que j'ai essayé de traduire à ma façon, donc j'espère que j'ai été fidèle au rédacteur de la question qui était assez longue. Alors c'est sur la comparaison entre les réseaux de neurones et les modèles classiques de style Navier-Stokes des fluides. Alors j'ai essayé de résumer ça en est-ce que les réseaux de neurones s'appuient sur des modèles physiques ou en fait font abstraction de ces modèles physiques pour représenter ce qui se passe? Voilà. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, donc ma traduction est forcément un peu fausse. Donc, je vais essayer infiniment intelligent, tu auras remis ça dans l'ordre. Je vais essayer de répondre de ma façon. Donc, oui, donc c'est une question qui se pose beaucoup dans le domaine de l'apprentissage. Est-ce qu'on fait un apprentissage complètement de base, c'est-à-dire il y a les données d'entrée, les données de sortie, on ne connaît absolument rien de ce qui se passe entre les deux? Ou sinon, on a quelques connaissances physiques, on essaie d'ajouter ça dans le modèle. Donc, après, il y a des degrés. Donc, on peut dire qu'on peut ajouter quelque chose, par exemple, avec les équations Navier-Stokes ou des choses comme ça, ou juste avec les équations de Newton tout court. On peut se dire qu'il y a conservation de l'énergie, conservation de mouvement. Donc, il y a quelques lois physiques qui doivent être respectées par le réseau de neurones, qui est peut-être pas très apparent dans les données. Donc, si les données sont courtes, elles ne sont pas parfaites, peut-être la conservation d'énergie, ça ne sort pas tout de lui-même des données. Donc, il faut ajouter ça. Mais après, il y a des questions qui commencent à se poser. Si on ajoute la connaissance de physique de plus en plus, des choses que nous, notre connaissance même est imparfaite, après,
si tu le rajoutes, si tu le donnes au réseau de neurones, il va le prendre, le réseau va le prendre pour la vérité, il va agir avec. Donc il y a toujours une question, les données peuvent être fausses et en principe la connaissance peut être fausse aussi. Donc il faut prendre compte de ça. Et faux plus faux, ça donne rarement vrai, malheureusement. Parce qu'il y aurait des tas de gens qui auraient raison dans ce cas-là. Bien. Alors Jean-Pierre, tu as noté dans les actions à mener, et j'ai donc une question autour de ça, qu'on pouvait stocker le carbone dans le sous-sol des océans. Alors évidemment, la question naïve qui se pose, c'est pourquoi aller les mettre dans le sous-sol de l'océan alors que ça paraît plus simple de le mettre dans le sous-sol terrestre? Oui, parce qu'en fait, il y a de l'exploitation pétrolière et gazière dans l'océan, et notamment en Norvège. Il y a déjà aujourd'hui une société norvégienne qui injecte du CO2 dans des puits où on a exploité le gaz, le pétrole, donc les réservoirs peuvent être réutilisés pour le CO2. Donc on a beaucoup hésité à mettre, avec mes collègues de l'IDRI, à mettre ça dans les questions décisives. Mais après tout, ce système marche en Norvège. Évidemment, la question est de savoir si ces réservoirs sont étanches. Parce qu'il ne faut pas que le CO2 qu'on injecte d'un endroit reparte dans un autre endroit. Un océan qui ressemblera à de l'eau de Perrier. Oui, voilà, ça. Ce qui est effectivement... Et donc ça, c'est pas trivial dans les zones, par exemple, sismiques. S'il y a des tremblements de terre, est-ce que ce réservoir est véritablement étanche? Ça semble être le cas en Norvège. Encore une fois, ça fait de nombreuses années que cette expérience existe. Et donc, c'est une méthode qui est certainement pas magique, mais qui peut faire partie du panel de solutions qui peuvent être mises en œuvre. Ok, donc c'est une sorte d'application du principe du pollueur-payeur. On remet le CO2 là où on l'a pris. Bon, j'ai une question pour Sonia sur le renforcement des événements extrêmes. Alors, la question est très globale. Il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça, mais la question globale, c'est quel est le niveau de ce qui est réellement mesuré statistiquement sur les événements extrêmes par rapport à ce qui est prédit dans les modèles de simulation qui, effectivement, de ce que j'ai compris des explications, prédisent une augmentation en fréquence et en amplitude des événements extrêmes. Mais qu'est-ce qui est réellement mesuré aujourd'hui sur les événements extrêmes que l'on peut mesurer? Alors on est tous... C'est quelque chose de classique au niveau... Non, donc en fait, les modèles et les observations sont en accord, en tout cas d'un point de vue qualitatif. Donc pour les températures extrêmes, on voit une augmentation dans les modèles, on voit aussi une augmentation dans les observations, à l'échelle globale aussi à l'échelle continentale. Pour les précipitations extrêmes également, donc on a de nombreuses régions qui montrent une augmentation des précipitations extrêmes. On a à l'échelle globale plus de régions qui montrent une augmentation que des régions qui montrent une diminution. Pour les sécheresses, on a aussi des observations qui montrent par exemple un assèchement en Méditerranée et aussi une toute nouvelle étude qui montre une tendance à l'assèchement dans les périodes sèches en été. Donc on voit ça dans les observations, on le voit aussi dans les modèles et d'ailleurs c'est sur la base de ces deux éléments en fait d'évidence qu'on vient à la conclusion qu'on peut attribuer en fait un changement donné qui est observé au changement climatique. Il faut forcément avoir ces deux éléments. Bien. Alors, oui, vas-y. Je veux insister aussi sur le point qu'il n'y a pas une chose qui s'appelle l'observation qui ne contient pas un peu de théorie derrière. Et donc, tout ce qu'on appelle le changement de probabilité d'événements et tout ça, c'est comme dit Sonia, c'est basé sur des simulations aussi. Donc, il faut insister sur le modèle pour comprendre les observations. On ne peut pas avoir des observations d'eux-mêmes et de comprendre. Bon, pour Jean-Pierre, alors une question de détail, mais qui est arrivée. Quand tu parles d'une augmentation de l'acidité de 30% et puis d'un triplement éventuel dans le futur, comme la mesure de l'acidité se fait par une échelle pH qui est une échelle logarithmique, donc je suis désolé pour le côté technique de la question, les 30%, c'est en échelle linéaire ou c'est en échelle log? C'est pas en échelle log. Alors pour le grand public, c'est un concept qui est parfois difficile à expliquer, mais une bonne analogie, l'échelle de pH, qui est donc l'échelle qu'on utilise pour mesurer l'acidité des liquides, l'échelle de pH est logarithmique, c'est-à-dire que comme un tremblement de terre qui est d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter est 10 fois plus puissant qu'un tremblement de terre de magnitude 6. Donc on n'a qu'une unité
d'écart, mais on a un écart de 10 en ce qui concerne l'aspect destructeur. Eh bien, c'est la même chose pour le pH. Et donc, le pH a diminué de 0,1 unité depuis 1850, depuis la période pré-industrielle, en moyenne en surface. Et 0,1 unité de diminution en unité pH correspond à 30% d'augmentation de l'acidité. Et l'unité, là, c'est la concentration d'ion hydrogène, H+. Merci. Alors, une question que j'ai attribuée à Annie, là aussi un peu technique. Alors, comment varie la température depuis 20 ou 30 ans à la limite de la troposphère, 10-15 km, et à la limite de la troposphère et de la stratosphère, à 10-15 km, suit-elle la variation au niveau de la Terre? Voilà. Alors, s'il y en a un volontaire ou une volontaire, ça sera Olivier. Alors, Olivier va nous dire comment ça varie à 15 km de chez nous, en hauteur. Volontaire désigné. Donc, 10-15 km, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des endroits sur Terre où on sera encore dans la troposphère et puis des endroits où on sera déjà dans la stratosphère. Donc, schématiquement, on peut dire que les températures dans la troposphère augmentent, pas de manière uniforme, et de manière un petit peu différente entre les observations et les modèles, mais tout ça est un peu dans les barres d'incertitude à la fois des observations et de la variabilité dans les modèles. Par contre, la partie haute de l'atmosphère, la stratosphère, elle se refroidit pour des raisons qu'on comprend bien, parce qu'il y a plus de gaz à effet de serre, et puis aussi parce qu'il y a eu une diminution temporaire de la couche d'ozone. Mais tout ça est cohérent entre ce qu'on observe et ce qu'on peut modéliser. Très bien. Alors, je fais attention au temps, mais on a un peu de temps et on aura les questions politiques après, mais il y a toujours des questions techniques encore qui viennent. Alors, Venkatramani, est-ce que tu pourrais nous dire, et ça peut-être que tout le monde peut le dire, ça, c'est une question générale, sur l'accès aux données. Alors, l'accès aux données est-elle complètement libre ou est accessible à tous, sous-entendu tous les scientifiques, ou y a-t-il des problèmes sur l'accès aux bases de données et l'utilisation pour ensuite faire des modèles, les traiter, les comparer, etc. Quelle est, dans cette communauté ou dans l'ensemble des données mondiales, la facilité d'accès aux données? Et est-ce que c'est un problème ou pas? Ok, donc c'est une bonne question. Donc, sur les questions... Les autres, elles étaient moins bonnes. Sur les questions de principe, surtout dans le domaine de climat, dans le domaine de météorologie, c'est-à-dire la prévision, c'est un peu plus compliqué, mais sur le domaine de climat, tout ce qui est sciences de climat, toutes les données sont en principe libre accès, c'est-à-dire qu'ils ont mis quelque part et tout le monde peut avoir accès, avec peut-être quelques règles qui sont écrits dans la licence sur le mode d'utilisation. Mais à part ça, les données sont libres. Mais par contre, ça commence à poser des questions techniques parce que c'est une quantité de données qui est vraiment énorme et c'est pas quelque chose que ça peut être géré par quelqu'un avec un ordinateur assis quelque part. Et donc, pour eux, oui, en principe, on a un droit d'accès, mais en pratique, on n'a pas droit d'accès parce que c'est trop gros, ça demande des moyens que tout le monde ne dispose pas. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de la démocratisation. Parce que le besoin de ces données, c'est un peu partout. Il faut dire, hein, donc la science du climat, la modélisation du climat surtout, ça a commencé qu'aux États-Unis. Après, il y avait des Européens. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui jouent dans le domaine. Et après, l'accès est donné aussi aux gens qui ne sont pas forcément des modélisateurs. C'est pour tout le monde qui font des modèles d'impact, par exemple, pour étudier des maladies, la chaleur, le manque d'eau dans la région, des choses comme ça. Donc, tout le monde a besoin de ces données. Donc, les questions techniques d'accès qui demandent des moyens assez importants, c'est plus empêcheur que des règles d'accès qui sont vraiment libres. Annie veut oui, compléter. je voudrais juste rajouter un petit mot. Il y a encore 15-20 ans, les données d'observation de la Terre, certaines utiles pour le climat, pour étudier le climat, n'étaient pas accessibles, certaines étaient commercialisées. Mmh. Et aujourd'hui, la situation s'est grandement améliorée avec justement les services Copernicus dont j'ai parlé tout à l'heure, où les données sont gratuites, libres d'accès pour absolument tout le monde.
Il reste des problèmes dans le domaine de l'hydrologie, mais peut-être que Sonia pourrait faire un commentaire, où les données sur l'eau, ça reste des données qui peuvent être des données de sécurité nationale, des données commerciales, etc. Et il reste très difficile d'obtenir de certains pays des données sur l'eau. Peut-être que Sonia peut ajouter quelques mots. Mais enfin, globalement, aujourd'hui, la situation est quand même très favorable avec des données accessibles pour tout le monde, gratuites, etc. Je peux confirmer qu'effectivement, pour les données atmosphériques, généralement, elles sont bien partagées, mais c'est vrai que les données hydrologiques, parce qu'elles ont aussi une composante politique, ça dit en fait combien d'eau est retenue dans un pays par rapport à un autre. Il y a assez peu de partage de ces données. C'est vraiment un problème, par exemple, dans des régions comme en Afrique, on aurait besoin de données pour aider à la recherche. En fait, les données existent, on le sait, mais on n'y a pas accès. Bien. Alors, je vais poser la dernière, il y en a d'autres, mais je vais poser la dernière question technique et après on passe aux questions un peu plus globales et politiques. Alors, c'est pour Jean-Pierre, sur une précision, et puis après, il y a en fait deux questions en une, l'une pour une précision et l'autre sur un effet plus global. Alors, la disparition des coraux, qui manifestement inquiète beaucoup les gens, est-ce plutôt dû à l'évolution du pH ou de la température de l'océan? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est les effets sur le plancton et les conséquences sur la chaîne alimentaire. Alors, la première question pour les coraux. Les coraux, ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec des algues qui sont à l'intérieur même de leur tissu. Et ces algues sont essentielles au maintien à l'alimentation, par exemple, des coraux, qui tirent une grande partie de leur nourriture de ces algues. Et il se trouve que la réponse au stress à un corail, sa première réponse est d'expulser ces algues, dont il a absolument besoin. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le blanchissement des coraux, parce que on voit par transparence le squelette, c'est du carbonate de calcium, c'est blanc, donc les tissus sont transparents, il n'y a plus d'algues, et donc on voit le squelette, et les coraux deviennent blancs. Si le stress dure, le critère la raison principale pour ce blanchissement, aujourd'hui, c'est l'augmentation de la température, et de loin. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Si le stress est suffisamment court, la population qui restait de zooxanthelles, parce qu'il en reste quelques-unes, ces algues symbiotiques, peut recoloniser les tissus, et donc le corail survit à cet épisode-là. Si le stress dure au-delà de quelques jours, le corail meurt, et c'est ce qui s'est passé sur la Grande Barrière de Corail récemment. D'accord. Alors le plancton, les conséquences sur le plancton et sur la chaîne alimentaire donc des animaux marins. Oui, alors il y a certaines espèces de plancton, donc le phytoplancton utilise le CO2 pour faire sa photosynthèse, donc une augmentation de CO2, ça peut être une bonne chose pour le plancton. Seulement, le CO2, ce n'est pas la seule chose qui est utile pour la photosynthèse. Comme les plantes terrestres, il faut des sels nutritifs. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce fertilisant et son approvisionnement devient difficile en raison du réchauffement de la couche de surface, puisque le fertilisant arrive du fond de la mer vers la surface. Et donc, voilà, donc il y a une diminution de la production primaire globale. C'est difficile à dire parce qu'il y a des régions où c'est stimulé, d'autres, mais globalement, la production primaire diminue avec des conséquences donc sur la chaîne alimentaire. Pour le zooplancton, il y a en plus de cet effet du réchauffement, sur le zooplancton calcaire, celui qui fabrique des plaques calcaires comme les coccolithophores et qu'on voit d'ailleurs de l'espace, cette fabrication de calcaire devient plus difficile lorsque l'eau s'acidifie. Donc là, il peut y avoir une contribution du pH pour la diminution de certaines espèces de zooplancton et de phytoplancton calcaire. Merci. Alors, on va maintenant passer aux questions un peu plus, que j'appelle un peu plus politiques et moins techniques. Alors, Isabelle, qui doit être un peu frustrée parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de questions techniques, mais par contre, elle en a plusieurs dans la deuxième partie. Je vais lui poser la première. On a beaucoup de questions, il y en a eu plusieurs, autour du fait que pourquoi on centre le débat autour uniquement du climat sans prendre en compte l'ensemble des impacts écologiques, de la pollution, du prélèvement des matières premières, etc., et essayer de faire converger en quelque sorte une réflexion ou des travaux qui concernent pas uniquement le climat, mais aussi toutes les formes d'impact écologique sur la planète. Alors c'est une question politique, et quelqu'un d'autre peut évidemment aussi intervenir. Je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, pourquoi. Mais je pense que c'est peut-être quand même un peu exagéré, parce qu'actuellement, on voit quand même qu'il y a j'évoquais tout à l'heure dans la conclusion, les solutions basées sur la nature. Ces solutions sont examinées maintenant sérieusement et elles peuvent être mises en œuvre à court terme.
Donc je pense qu'elles ne sont pas absentes du débat. Après, je peux regretter moi-même qu'effectivement on ne parle pas assez de ces solutions, donc de faire en sorte que l'environnement redevienne en pleine possession de ses pouvoirs pour atténuer le changement climatique. La raison à cela, malheureusement, Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer de répondre à cette question? C'est partiellement vrai si on regarde les structures internationales, par exemple le GIEC qui regarde l'effet du climat, et puis il y a une autre plateforme internationale intergouvernementale qui s'appelle IPBES, qui regarde les impacts des activités humaines sur la biodiversité, les services écosystémiques. Et c'est vrai que ces deux structures fonctionnent un peu en silo aujourd'hui, mais j'ai entendu dire à Monaco, lorsque l'IPCC s'est réuni, il y avait quelqu'un de l'IPBES, et il y a des produits communs qui sont prévus, je ne sais pas exactement sous quelle forme, dans un futur proche, entre ces deux plateformes, de manière à croiser non seulement le climat, mais aussi la destruction des habitats, l'agriculture, les activités extractives, etc. Donc c'est en partie vrai, et je crois que les structures internationales se préoccupent de ça et vont essayer d'y remédier. Annie veut intervenir. Juste un mot, on n'a pas parlé de Future Earth, qui est aussi un grand programme international, qui inclut d'ailleurs celui que tu as mentionné maintenant, et qui s'intéresse au global change, pas seulement le climate change, mais global change, c'est-à-dire les impacts sur l'environnement des activités humaines, et climat aussi, y compris, mais pas que, et ces impacts. Et l'objectif de Future Earth, c'est aussi de trouver des solutions pour faire de la mitigation, donc l'atténuation des impacts du global change, et pas seulement du climate change. Donc je pense que c'était important de le mentionner. Sonia. Un mot, disons, il y a quand même dans le contexte du GIEC, en fait, il y a 3 groupes de travail, il y a comme un groupe entier de travail qui considère les impacts. Donc je pense qu'en fait cette assertion n'est pas correcte. Il y a vraiment ces impacts sont considérés dans le rapport de 1.5. En fait, les changements d'extrême et les impacts ont été considérés ensemble. D'accord. Alors, il y a toute une série de questions autour des courbes que vous avez montrées et qui semblent inquiéter pas mal nos internautes et nos spectateurs, autour du fait que, on va le dire comme ça, on parle toujours du 1,5 degré comme cible. Mais quand on regarde la réalité, dans le meilleur des cas, on est plutôt à 2 degrés, semble-t-il. Et même dans des cas un peu moins favorables, on parle de 5 degrés, voire plus. Donc vous comprenez bien que la question tourne autour de où va-t-on? Est-ce que réellement la cible de 1,5 degré est réaliste, ou est-ce qu'on est déjà sur des trajectoires qui vont être nettement au-dessus? Et ça viendra ensuite dans d'autres questions, et évidemment sur les conséquences du fait que cette cible de 1,5 degré n'a peut-être pas de réelle réalité physique aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, de ce qu'on mesure et de ce qu'on simule. Alors, qui veut répondre à cette question un peu difficile? Sonia? Je peux répondre à cette question. Donc, j'étais impliquée dans le rapport sur le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, le rapport est très clair d'un point de vue purement physique. En tout cas, en 2018, on pouvait encore y arriver. La question, c'est vraiment la volonté de la société. Maintenant, on a encore une année de plus où il n'y a pas eu de progrès qui a été fait. Donc, la question, bien sûr, se pose de manière encore plus importante. Mais disons, en soi, on ne peut pas dire que ce soit trop tard maintenant. Et je pense que c'est la fausse façon, disons, d'appréhender le problème. C'est ce que j'essayais d'expliquer à la fin. Disons, le point le plus important, c'est que de nouveau, la conclusion du GIEC, chaque degré compte, mais aussi chaque demi-degré, et même chaque quart de degré, enfin, tous les efforts que nous allons pouvoir arriver à atteindre pourront diminuer les impacts. Nous avons déjà des impacts maintenant, donc en fait, nous devrions plutôt nous concentrer sur le fait d'essayer autant que possible d'arriver à faire le plus de mitigation possible. Et on ne peut pas exclure qu'il y ait aussi des seuils critiques au niveau social. On parle donc de points de bascule dans le changement climatique, mais il y a aussi des points de bascule sociétaux. Si peut-être à un certain point, ça ne devient plus acceptable pour des organisations d'investir dans le charbon ou dans le pétrole, peut-être certains changements peuvent avoir lieu très rapidement. Ah, Olivier veut compléter.
Alors moi j'ai montré des projections de température pour un certain nombre de scénarios. Donc effectivement, le but c'est de regarder une gamme de scénarios, de celui qui permet le moins de réchauffement à celui qui est quelque part un extrême aussi en termes de réchauffement. Alors ça c'est pour un modèle. Après il faut le mettre en perspective avec plusieurs modèles parce que chaque modèle a aussi ses incertitudes. Et donc ça c'est le travail que fait le GIEC après pour aller voir quelles sont les gammes de réchauffement possibles avec un degré un petit peu plus consensuel. Sur le 1,5, je pense qu'on peut quand même être sceptique sur la faisabilité pour un certain nombre de raisons. Mais ça, c'est à titre personnel et je pense qu'on n'a pas forcément tous la même perception par rapport à cet objectif. Je pense que 2 degrés reste un objectif faisable, mais très ambitieux. Mais quelque part, c'est peut-être même pas la question. La question, c'est qu'il faut diminuer les émissions le plus rapidement possible, le plus possible, et puis après on verra où on s'arrête, mais quelque part c'est peut-être un peu abstrait, de toute façon on sait ce qu'il faut faire. Bien, alors compte tenu du temps, je vais garder une question pour la fin, puis j'ai une dernière question mais que je ne vous poserai pas, je la poserai à quelqu'un d'autre, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors la question c'est à tous, mais peut-être Annie peut répondre, mais sur la collecte de données. Une suggestion, c'est de dire pourquoi on n'utiliserait pas, comme dans d'autres domaines, par exemple l'astrophysique, la science participative, pour collecter des données sur une échelle de temps, et peut-être c'est déjà fait, sur une échelle de taille beaucoup plus grande. Alors évidemment, les gens pensent au fait que le portable, ça peut être aussi un instrument de mesure, etc., des photos, etc. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Alors la question, c'est est-ce qu'on pourrait constituer des bases de données basées sur la science participative et finalement les citoyens qui aideraient à collecter ces données pour le climat? Alors qui veut répondre? Vous pouvez, comme tout à l'heure, répondre à plusieurs, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je n'ai pas la réponse à la question. Je pense que ça doit déjà plus ou moins exister. J'ai des collègues qui font des relevés météo dans leur jardin, donc déjà, je crois même qu'il y en a dans la salle, donc ça y contribue. C'est vrai que sans doute, comparé à l'astrophysique, je crois que c'est pas tellement développé, en tout cas pour la physique du climat, mais peut-être que dans les domaines de la pas de biodiversité, parce que tu as dit que tu voulais pas... Oui, dans le domaine de l'environnement, ça doit être... Enfin, on a déjà aussi beaucoup de données, on a quand même beaucoup de satellites, c'est une chance. Voilà, beaucoup de systèmes in situ, et il faut déjà savoir les utiliser. Oui, Isabelle. Il me semble que dans le domaine de la météorologie, il y a beaucoup de bénévoles qui font des observations. Alors, il me semble qu'il y a un programme de sciences participatives qui existe, mais j'ai oublié malheureusement son nom. Et dans le domaine de l'environnement, il y a de nombreux programmes de sciences participatives qui existent. J'en ai moi-même créé un pour notamment collecter des informations sur ces fameux dérèglements, des cycles de développement des organismes. Et c'est effectivement un levier important. Pour donner un ordre d'idée, le nombre d'observations que l'on collecte dans ce programme équivaut au nombre de données collectées par les chercheurs, parce qu'on est quand même une petite population de chercheurs. Et c'est vrai que l'aide de nos concitoyens pour collecter de l'information est vraiment très, très utile et très importante. Merci. Alors la dernière question, elle n'est pas pour vous. On a le privilège d'avoir les conclusions demain qui seront données par 2 personnes, dont Laurent Fabius, qui nous fait l'honneur de participer à la réunion d'aujourd'hui. Et j'ai pensé que cette question était plus pour vous, Monsieur Fabius, et d'essayer d'y répondre demain. Je ne suis pas responsable de ce que vous nous direz, donc peut-être vous ne nous répondrez pas, mais elle me semble pertinente. C'est au sujet d'une gouvernance mondiale. Alors, je vais la formuler de façon un peu provocative. Pourquoi, dans le domaine du climat, ne penserions-nous pas à avoir une gouvernance mondiale? Le plus simple, c'est probablement de penser à quelque chose de type ONU, doté de moyens d'action, c'est le point important, et qui finalement aiderait les pays qui sont vertueux, on va le dire comme ça, et puis d'une façon aiderait moins ou punirait les pays qui seraient un peu moins vertueux. Voilà. Alors je ne vous propose pas d'y répondre tout de suite, je vous propose d'essayer d'y répondre peut-être, si vous le voulez bien, demain dans votre conclusion. Merci à tous, on a parfaitement tenu les horaires, bravo aux orateurs, et à demain pour ceux qui veulent nous suivre. Merci beaucoup.